Cette nuit, tu deviens un maître verrier de Murano. Pas un visiteur, pas un curieux qui regarde de loin derrière une vitre. Toi, tu portes le tablier de cuir patiné par les années, tu connais chaque pierre de l'atelier, chaque recoin où la suie s'est déposée, et tu vas vivre une journée entière au bord du feu, dans la petite île de la lagune où l'on souffle le verre depuis si longtemps que plus personne ne se souvient du premier four. Il fait encore nuit quand tu te réveilles. La fenêtre de ta chambre donne sur un canal étroit, et tu entends l'eau clapoter contre les fondations de pierre, ce bruit familier qui accompagne toutes tes nuits depuis que tu es né sur cette île. Tu restes un instant immobile sous la couverture de laine, à écouter la ville d'eau qui dort encore. Au loin, de l'autre côté de la lagune, Saint-Kémiz dresse ses clochers dans l'obscurité. Mais ici, à Murano, c'est un autre monde, plus modeste, plus secret, le monde de ceux qui travaillent le feu. Tu te lèves sans hâte. Le sol est froid sous tes pieds. Tu enfiles ta chemise de toile, ton pantalon de travail, et tu descends l'escalier de bois qui craque toujours à la 3e marche. En bas, la maison sent le pain de la veille et la cendre refroidie. Tu bois un peu d'eau, tu manges un morceau pain dur, et déjà ton esprit s'en va vers l'atelier, vers le four que tu as laissé chaud hier soir et qui t'attend. Car il faut que tu comprennes une chose, la première de toutes, le four ne s'éteint jamais. La fornace, comme on l'appelle ici, brûle jour et nuit, été comme hiver, sans interruption. L'éteindre serait une catastrophe, car il faudrait des jours pour le rallumer, le réchauffer, ramener la matière à la température où elle redevient docile. Alors on l'entretient sans cesse. Pendant que tu dormais, un homme veillait sur les braises, ajoutait du bois, surveillait la couleur des flammes. Le feu de ton atelier ne s'est pas éteint depuis des années, peut-être des décennies, et tu marches vers lui comme on marche vers une présence vivante. Dehors, l'air du matin est humide et salé, chargé de l'odeur des algues et de la vase de la lagune. Le ciel commence à pâlir vers l'Orient, une lueur grise qui annonce le jour sans encore le donner. Tu longes le canal. Les barques sont amarrées, leurs coques sombres se balancent à peine. Une mouette passe au-dessus de toi en criant. Tu connais le chemin par cœur, tu pourrais le faire les yeux clos, et tes pieds te portent vers la basse bâtisse de briques d'où s'échappe déjà une fine colonne de fumée. Tu pousses la porte de l'atelier. Et là, tout change. La chaleur te saisit d'abord. Elle t'enveloppe comme une eau tiède, elle te prend au visage, aux mains, à la poitrine. Après le froid du matin, c'est presque une caresse. Puis viennent la lumière et l'obscurité mêlées. Car l'atelier est sombre, ses murs noircis par des années de fumée, ses petites fenêtres laissant à peine filtrer le gris de l'aube. Mais au centre, le four rougeoie. Par ses ouvertures, par les bouches rondes où l'on cueille la matière, une lumière orange et profonde palpite, vivante, mouvante, comme un cœur qui bat dans la pénombre. Cette lumière danse sur les outils accrochés au mur, sur les cannes de fer alignées, sur le visage des hommes qui sont déjà là. Tu n'es pas seul à travailler le verre. Autour de toi, il y a ton équipe, ceux qui font tourner l'atelier avec toi. Il y a le servante, ton bras droit, l'homme d'expérience qui prépare, qui assiste, qui anticipe tes gestes avant même que tu les fasses. Et il y a le garçonnet, le jeune apprenti, celui qui apprend, qui porte, qui balaie, qui observe de tous ses yeux, comme toi tu observais autrefois quand tu n'étais qu'un enfant au pied de ton propre maître. Vous vous saluez d'un mot, d'un regard. Les paroles sont rares dans un atelier de verre. Les gestes parlent mieux. Tu t'approches du four. Tu sens sa respiration, ce souffle chaud et régulier qui sort de ses bouches. À l'intérieur, dans des creusets de terre réfractaires, la matière en fusion attend. Tu te penches pour la regarder à travers l'ouverture, et tu vois une masse incandescente, d'un orange tirant vers le blanc, lumineuse comme du miel qu'on aurait empli de soleil. Cette matière, c'est le verre. Mais pas encore le verre que l'on connaît, dur et transparent. Pour l'instant, c'est une pâte épaisse, brûlante, qui coule à peine, et qui n'attend que tes mains pour devenir quelque chose. Il faut que tu comprennes de quoi elle est faite, cette matière. Le verre, au fond, naît de choses très simples, presque humbles. Le premier ingrédient, le principal, c'est le sable. Pas n'importe quel sable, mais un sable riche en silice, fin et clair, qu'on apporte par bateau de loin, car ici la lagune ne donne que de la vase. La silice, c'est le cœur du verre, sa substance.
Mais la silice seule fondrait à une chaleur si extrême qu'aucun four ne pourra l'atteindre. Alors on lui ajoute un second ingrédient, qui abaisse cette température et permet à la matière de fondre, la soude. On l'obtient à partir de cendres de certaines plantes, des plantes qui poussent dans les terres salées et qu'on brûle pour récolter leurs cendres riches en alcalis. C'est ce qu'on appelle le fondant. Et puis il y a un troisième ingrédient, plus discret, qui donne au verre sa solidité et sa résistance dans le temps, la chaux. Sans elle, le verre serait fragile, il se déliterait, il se troublerait à l'humidité. Le sable, la soude, la chaux. Trois matières de la terre, mêlées et portées au feu pendant des heures et des heures, jusqu'à ce qu'elles se fondent l'une dans l'autre et ne fassent plus qu'une seule substance lumineuse. Tu sais cela depuis l'enfance, et pourtant chaque matin, quand tu regardes la matière au fond du creuset, tu ressens encore un peu de l'émerveillement d'autrefois. Du sable et de la cendre, transformés par le feu en quelque chose qui peut devenir aussi transparent que l'eau, aussi coloré qu'une pierre précieuse. C'est presque une magie. C'est en tout cas un savoir ancien, transmis de main en main, de maître en apprenti, depuis des générations. Tu sais cela parce que tu l'as vu de tes yeux, mais aussi parce que la couleur du feu le dit. Un verrier apprend à lire la chaleur dans la teinte des flammes et de la matière. Quand le verre est trop froid, il rougeoie d'un orange terne, presque sombre. Quand il est à point, il brille d'un orange clair qui tire vers le jaune, et quand il est trop chaud, il devient blanc, éblouissant, presque liquide, et il faut le laisser reposer un peu avant de le travailler. Aucun instrument ne te dit la température, seulement ton œil, exercé par des années d'observation, capable de distinguer des nuances que personne d'autre ne verrait. Tu lis le feu comme d'autres lisent un livre. Tu prends ta canne. C'est un long tube de fer, creux d'un bout à l'autre, plus long que ta hauteur, avec une embouchure à une extrémité pour y poser tes lèvres, et à l'autre extrémité une partie évasée qui ira chercher la matière. Cette canne, c'est le prolongement de ton corps. Tu la tiens depuis si longtemps que tu en connais chaque marque, chaque irrégularité du métal. Tu la fais rouler entre tes paumes pour sentir son poids, son équilibre. Le servant te fait un signe, la matière est prête, à la bonne température. Tu t'approches de la bouche du four, là où la chaleur est la plus forte. Tu plonges l'extrémité de ta canne dans le creuset, et tu la tournes, tu l'enroules dans la matière en fusion comme on enroule du miel épais autour d'une cuillère. La matière s'accroche au fer, s'enroule, forme une masse au bout de la canne. C'est ce qu'on appelle cueillir le verre. La quantité que tu prélèves, cette boule de matière incandescente, porte un nom, c'est la paraison. Tu retires la canne du four, et au bout du fer brille maintenant une masse orange et molle, qui pend sous son propre poids, qui veut couler, qui veut tomber. Alors commence la première chose que tout verrier doit apprendre, avant même de souffler, le mouvement. Tu fais tourner la canne sans arrêt, entre tes mains, d'un geste régulier et continu. Tu la roules encore et encore, parce que si tu t'arrêtais, ne serait-ce qu'un instant, la matière encore molle s'affaisserait d'un côté, perdrait sa forme, coulerait jusqu'au sol. La rotation est tout. Elle maintient la paraison centrée, équilibrée autour de l'axe de la canne. Ce geste, tu le fais sans y penser désormais, comme on respire, comme on marche. Tes mains tournent la canne pendant que ton esprit pense déjà à la suite. Tu portes la paraison vers une plaque de pierre lisse, polie par l'usage, posée sur un support à hauteur de travail. On l'appelle le marbre. Tu poses la matière incandescente dessus, et tu la roules sur la pierre, sans cesser de tourner la canne. Ce geste s'appelle le marbrage. En roulant la paraison sur le marbre, tu lui donnes une première forme régulière, tu la refroidis un peu en surface, tu la rends plus dense, plus compacte, tu la prépares. La matière, sous ta main, commence à obéir. Elle perd un peu de sa mollesse extrême, elle prend une forme de cylindre arrondi, lisse, prêt à recevoir le souffle. Et maintenant vient le geste qui a donné son nom à tout ton métier. Tu portes l'embouchure de la canne à tes lèvres. La matière brûlante est à l'autre bout, loin de ton visage, mais tu sens encore sa chaleur monter le long du fer. Tu envoies dans la canne une bouffée d'air venue de ta poitrine, un souffle mesuré, ni trop fort ni trop faible. L'air descend le long du tube creux, jusqu'au cœur de la matière en fusion. Et là, quelque chose de prodigieux se produit. Une bulle naît au centre de la paraison. La matière, repoussée de l'intérieur par l'air, se gonfle, s'écarte, forme une cavité.
Le ver respire ton propre souffle. Tu lui as donné un creux, un vide, un dedans. Ce qui n'était qu'une masse pleine devient maintenant une forme qui peut contenir, accueillir, envelopper de l'air. Tu retires tes lèvres, tu bouches l'embouchure avec ton pouce un instant pour garder l'air emprisonné, et la bulle continue de gonfler sous la pression. Tu tournes toujours la canne. Tu regardes la forme se développer. Si tu souffles encore, elle s'élargit. Si tu attends, le verre refroidit et durcit, et il faut alors le réchauffer. Car c'est l'autre vérité de ton métier. Le verre n'obéit que tant qu'il est chaud. Dès qu'il refroidit, il fige, il durcit, il devient rigide et cassant. Et pour le retravailler, il faut le ramener au four, le réchauffer, lui rendre sa mollesse. Toute la journée, tu feras ce va-et-vient, entre le four qui donne la chaleur et l'espace de travail où tu façonnes. On appelle parfois ce moment de réchauffe le passage à la bouche de chauffe, là où la matière retrouve sa souplesse. Tu retournes vers le four. Tu introduis la pièce dans une ouverture où la chaleur la baigne à nouveau. La surface du verre, qui avait commencé à se ternir en refroidissant, redevient lumineuse, orange, vivante. Tu la ressors, tu reprends ta rotation, et tu continues le travail. Le servant est là, près de toi. Il te tend un outil, il prépare la suite, il anticipe. Vous formez un seul corps à deux, à trois avec le garçonnet, un corps dont les gestes s'enchaînent dans un ordre que vous connaissez tous sans avoir besoin de parler. L'outil que tu prends maintenant, ce sont les pinces du verrier. On les appelle ici les borcelles, ou pucella. C'est une sorte de grande pince à deux branches, faite de métal, avec lesquelles tu peux serrer, pincer, étirer, ouvrir la matière. Tu poses la pièce, toujours en tournant, et tu approches les branches. En serrant à un endroit précis, tu crées un étranglement, un col. En écartant, tu ouvres. Tu peux ainsi dessiner la forme d'un vase, d'une coupe, d'un verre à boire, le pied, la panse, le col, le bord. La matière encore chaude se laisse modeler. Sous tes mains, sous tes outils, la boule informe devient peu à peu un objet, avec ses proportions, ses courbes, sa silhouette. Tu travailles le bord. C'est un moment délicat. Le rebord d'une coupe doit être régulier, lisse, sans aspérité qui blesserait les lèvres de celui qui boira. Tu fais tourner la pièce et tu guides le métal le long du bord, encore et encore, jusqu'à ce que le cercle soit parfait. Le verre, à cet instant, est d'une douceur étrange. Il a la consistance du miel très épais, ou de la cire chaude. Il garde l'empreinte de chaque geste, il se souvient de chaque pression. Tu dois donc être sûr de tes mains, mesurer, sans précipitation, parce qu'une hésitation laisse une marque, parce qu'un geste trop brusque déchire la matière. Pendant que tu travailles, laisse-moi te raconter pourquoi tu es ici, sur cette île, et pas ailleurs. Car ce n'est pas un hasard si tous les verriers de 5e Mise se sont retrouvés rassemblés à Murano. Il faut remonter loin dans le temps, à la fin du XIIIe siècle. À cette époque, les fours des verriers brûlaient encore dans la ville même de 5e Mise, au cœur de la cité, parmi les maisons. Or 5e Mise, tu le sais, est une ville bâtie en grande partie de bois, avec ses charpentes, ses poutres, ses planchers, ses entrepôts emplis de marchandises. Et un four de verrier, qui brûle nuit et jour à une chaleur extrême, c'est un danger permanent d'incendie. Une étincelle, une braise mal surveillée, et le feu pouvait se propager de maison en maison, dévorer des quartiers entiers. Alors, vers l'an 1291, la République de 5e Mise prit une décision. Par décret, elle ordonna que tous les fours de verrier quittent la ville et soient transférés ici, sur l'île de Murano, à l'écart, dans la lagune. Ainsi, si un incendie se déclarait, il ne menacerait pas la cité tout entière. Voilà pourquoi tu es né et travailles sur cette île. Ce décret, vieux de plusieurs siècles, a façonné ta vie sans que tu y sois pour rien. Tes ancêtres ont été déplacés ici, et leurs descendants y sont restés, génération après génération, faisant de Murano la capitale du verre. Mais ce qui avait commencé comme une mesure de prudence est devenu autre chose. En rassemblant tous les verriers sur une seule île, la République a aussi rassemblé tous leurs secrets en un seul lieu. Et ces secrets, elle a voulu les garder. Car le verre de 5e Mise était devenu une richesse, un commerce, une fierté, une chose que toutes les cours d'Europe convoitaient.
le savoir-faire des verriers de Murano valait de l'or. Alors la République l'a protégé avec une jalousie farouche. Toi, en tant que maître verrier, tu bénéficies de privilèges que peu d'artisans connaissent. On dit que tes filles, si tu en as, pourraient épouser des nobles, des patriciens, sans que cela soit considéré comme une mésalliance. Le sang d'un maître verrier de Murano est tenu en haute estime, presque l'égal du sang noble, ce qui est tout à fait extraordinaire pour un homme de métier. Tu jouis d'une considération, d'un statut, que ton travail manuel ne te vaudrait nulle part ailleurs. Mais ce privilège a un revers, et ce revers est lourd. Tu ne peux pas partir. Tu ne peux pas quitter la République pour aller exercer ailleurs ton article. Les secrets que tu portes en toi, ces tours de main, ces recettes de couleurs, ces façons de mêler les matières, appartiennent à Cinquième Mise autant qu'à toi. Si tu t'enfuyais pour aller travailler à l'étranger, pour vendre ton savoir à une cour rivale, tu t'exposerais à de très lourdes sanctions. On raconte des histoires sombres sur le sort réservé aux verriers qui ont tenté de fuir. La République te couvre d'honneur d'une main, et de l'autre elle te retient. Tu es à la fois un prince de ton métier et un prisonnier de ton île. Voilà le pacte. Tu vis dedans depuis toujours, et tu n'y penses presque plus, comme on ne pense plus à l'air qu'on respire. Mais parfois, en regardant vers l'horizon de la lagune, une pensée fugitive traverse ton esprit, celle des terres lointaines que tu ne verras jamais. Tu chasses cette pensée. La pièce que tu façonnes refroidit. Tu retournes vers le four pour la réchauffer. Le garçonnet, le jeune apprenti, te suit des yeux. Il a peut-être 12 ou 13 ans. Il porte le bois, il balaie la cendre, il apporte les outils, et surtout il regarde. Il regarde tes mains comme tu regardais celles de ton maître autrefois. Un jour, dans bien des années, s'il est patient, s'il a le don, il tiendra sa propre canne et soufflera sa propre bulle. Mais le chemin est long. On ne devient pas maître en quelques mois. Il faut des années pour apprendre à cueillir la matière à la bonne quantité, à la bonne température. Des années encore pour maîtriser le souffle, le mouvement, le timing. Et toute une vie pour atteindre la véritable maîtrise, celle où la main pense pour toi, où le geste précède la pensée. Tu te souviens de tes propres débuts. Les brûlures aux avant-bras, les pièces ratées, affaissées, percées, qu'il fallait remettre au creuset pour les fondre à nouveau. Le verre ne pardonne pas l'impatience. Il t'a enseigné la patience plus que n'importe quel maître humain. Il t'a appris que certaines choses ne peuvent pas être brusquées, qu'il faut suivre le rythme de la matière et non lui imposer le tien. Cette leçon, tu l'as portée bien au-delà de l'atelier. Elle a façonné l'homme que tu es. La coupe est presque terminée. Mais il manque encore une étape, et c'est l'une des plus subtiles. Jusqu'à présent, la pièce était attachée à ta canne par le haut, par ce qui sera le bord. Pour finir le travail, pour ouvrir et polir ce bord, il faut détacher la pièce de la canne et la reprendre par le bas, par le pied. Pour cela, tu utilises une autre tige de fer, plus fine, qu'on appelle le pontil. Le servante prélève une petite quantité de verre fondu au bout du pontil, et il l'applique contre le fond de la coupe, qui s'y colle. Maintenant la pièce est tenue par les deux côtés. D'un geste sûr, en touchant le col d'une goutte d'eau ou d'un outil froid, on crée une tension, et la pièce se détache de la canne d'un coup net. Elle est désormais tenue par le pontil, par le bas, et le bord est libre. Tu peux maintenant travailler ce bord. Tu réchauffes le haut de la coupe, et avec un outil tu ouvres l'ouverture, tu l'évases, tu la régularises. La force centrifuge de la rotation aide la matière chaude à s'ouvrir, à s'épanouir comme une fleur. Tu obtiens un rebord net, lisse, élégant. La coupe a sa forme finale. À la fin, on détachera la pièce du pontil, et il restera une petite marque au fond, la marque du pontil, ce point rugueux que les connaisseurs savent reconnaître et qui signe le travail à la main. Mais ton travail n'est pas fini quand la forme est faite. Au contraire. Il reste l'étape la plus invisible et la plus cruciale, celle dont dépend la survie même de l'objet, le recuit. Il faut que tu comprennes pourquoi. Quand le verre refroidit, il ne refroidit pas de façon égale partout. La surface, en contact avec l'air, refroidit vite, tandis que le cœur de la matière, l'intérieur des parois, garde sa chaleur plus longtemps. Cette différence crée des tensions à l'intérieur du verre, des forces qui tirent dans des sens opposés. Et si on laissait la pièce refroidir trop vite à l'air libre, ces tensions deviendraient si fortes que le verre se fendrait, se briserait tout seul,
parfois plusieurs heures après, comme par sortilège, sans que personne ne l'ait touché. On a vu des pièces magnifiques éclater d'elles-mêmes dans la nuit, à cause d'un refroidissement mal mené. Pour éviter cela, on place la pièce terminée dans une chambre spéciale, une sorte de four secondaire à la chaleur modérée, qu'on nomme l'arche de recuisson. Là, l'objet va refroidir très progressivement, sur plusieurs heures, parfois toute une nuit, en passant par tous les paliers de température de façon égale, du cœur jusqu'à la surface. Ce refroidissement maîtrisé efface les tensions internes, détend la matière, lui donne sa stabilité définitive. Le recuit, c'est ce qui transforme un objet fragile et menacé en un objet durable, capable de traverser les siècles. Sans cette patience finale, tout le reste du travail serait perdu. Tu confies la coupe au garçonnet, qui la porte avec un soin extrême vers l'arche de recuisson. Tu la regardes s'éloigner, lumineuse encore, et tu sais que tu ne la reverras vraiment que demain, refroidie, durcie, devenue verre véritable. Il y a quelque chose d'apaisant dans cette idée. L'objet a besoin de dormir, lui aussi, de passer par une longue nuit tiède avant de pouvoir affronter le monde. Tu prends un moment. Tu t'essuies le front d'un revers de manche. La chaleur de l'atelier est constante, enveloppante, et tu es habitué, mais elle pèse tout de même sur le corps au fil des heures. Tu bois un peu d'eau. Le servante fait de même. Le garçonnet revient en courant, prêt pour la suite. Dehors, par la petite fenêtre, tu aperçois que le jour s'est levé, que la lumière grise s'est faite plus claire, que la lagune scintille sous un ciel pâle. Les bruits de l'île te parviennent, assourdis, un marteau au loin, une voix qui appelle, le clapotis éternel de l'eau. Et maintenant, tu vas passer à quelque chose de plus beau, de plus précieux. Car tu n'es pas seulement un faiseur de coupes ordinaires. Tu es un maître, et tu connais les secrets qui font la renommée de Murano dans toute l'Europe. Le premier de ces secrets, le plus fondamental, c'est le cristallo. Il faut que tu saches ce qu'est le cristallo, et pourquoi il a tant compté. Pendant très longtemps, le verre que l'on savait faire était toujours teinté, légèrement verdâtre ou brunâtre, à cause des impuretés contenues dans le sable et dans les cendres, en particulier le fer, qui donne au verre cette couleur. Le verre ancien était rarement vraiment transparent. Il était trouble, coloré malgré soi. Mais au XVe siècle, ici même à Murano, on a réussi à mettre au point un verre d'une transparence et d'une pureté nouvelle, presque incolore, clair comme le cristal de roche, cette pierre limpide dont il a pris le nom. On l'a appelé cristallo. Ce verre transparent, on attribue son invention à un maître nommé Angelo Barovier, dont le nom est resté attaché à cette avancée, et dont la famille a marqué l'histoire du verre vénitien. Pour obtenir cette pureté, il a fallu purifier les matières premières avec un soin extrême, choisir les sables les plus blancs, raffiner les cendres, parfois ajouter des agents qui corrigent la teinte, qui annulent le vert du fer en y opposant une nuance complémentaire. C'est un savoir délicat, presque alchimique. Et le résultat est saisissant. Un verre si clair, si pur, qu'on dirait de l'air solidifié, de l'eau immobilisée. Quand tu souffles une coupe en cristallo et que tu la lèves vers la lumière du four, elle disparaît presque, on ne voit plus qu'un reflet, un contour, une présence transparente. C'est ce verre qui a fait la fortune de Murano, qui a empli les tables des rois et des princes de coupe si fines, si translucides, qu'elles semblaient irréelles. Tu cueilles à nouveau de la matière, du cristallo cette fois, dans un creuset à part où repose cette pâte plus précieuse. Tu refais les gestes, la rotation, le marbrage, le souffle. Mais cette fois, tu vises plus fin, plus délicat. Le cristallo permet des parois minces comme une feuille, des formes élancées, des verres à pied hauts et fragiles. Tu travailles avec une attention redoublée, car plus la paroi est fine, plus la matière refroidit vite, plus le geste doit être sûr et bien rythmé. Tu sens la pièce vivre au bout de ta canne, légère, presque immatérielle. Pendant que tu façonnes, le garçonnet t'apporte autre chose, et ton esprit se tourne vers les couleurs. Car le verre, qui peut être transparent, peut aussi se parer de toutes les teintes du monde, et c'est là un autre des grands savoirs de ton métier. Les couleurs du verre ne viennent pas de pigments posés à la surface, comme la peinture. Elles naissent de l'intérieur, de la matière elle-même, par l'ajout de certains métaux et minéraux dans le mélange en fusion. Chaque métal donne sa couleur, comme par enchantement. Le bleu, ce bleu profond et lumineux qu'on admire dans les plus belles pièces, vient du cobalt.
Une infime quantité d'oxyde de cobalt, ajoutée à la matière, suffit à teindre tout le vert d'un bleu intense, le bleu d'un ciel de nuit, le bleu d'une eau profonde. Le vert vient du cuivre ou du fer, selon le dosage. Le violet, le pourpre, peuvent naître du manganèse. Et puis il y a le rouge, le plus difficile, le plus capricieux de tous. Le rouge se tire du cuivre dans certaines conditions, ou bien de l'or, oui, de l'or véritable, dissous et incorporé à la matière, qui donne au vert une teinte rouge rubis somptueuse. Maîtriser le rouge est un art en soi, car la couleur ne se révèle pas toujours du premier coup. Elle peut demander une seconde chauffe pour apparaître. C'est une couleur qui se mérite, qui se révèle, qui surprend même le maître expérimenté. Tu te souviens de la première fois où tu as réussi un rouge parfait. La matière sortait du four d'une teinte presque incolore, et c'est en la réchauffant que, soudain, le rouge a surgi du cœur du verre, comme un sang qui afflue, comme une braise qui s'allume. Tu en avais eu le souffle coupé. Même après tant d'années, ces moments-là gardent leur part de mystère, et tu remercies en silence ceux qui, avant toi, ont découvert ces secrets et te les ont transmis. Mais Murano ne s'est pas contenté des couleurs simples. Tes prédécesseurs et tes contemporains ont inventé des techniques d'une virtuosité folle, des manières de jouer avec le verre qui tiennent du prodige. Il faut que tu connaisses la plus célèbre d'entre elles, le millefiori. Le mot lui-même dit la chose, 1000 fleurs. C'est une technique où l'on assemble des baguettes de verre colorées, faites de plusieurs couches concentriques de couleurs différentes et tirées en longs bâtonnets. Quand on coupe ces baguettes en tranches fines, chaque tranche révèle un motif, comme une petite fleur, ou une étoile, ou un œil, selon la façon dont on a superposé les couleurs au départ. On dispose ensuite ces multiples tranches côte à côte, on les fond ensemble, et l'on obtient une surface couverte de centaines de petites fleurs de verre, toutes différentes, un jardin minuscule emprisonné dans la transparence. C'est un travail d'une patience infinie, presque une horlogerie de la couleur, mais le résultat émerveille quiconque le contemple. Il y a aussi le latimo, ce verre blanc et opaque, d'un blanc laiteux doux il tire son nom, le mot évoquant le lait. On l'obtient en ajoutant à la matière certains composés qui la rendent opaque et blanche, et ce verre laiteux imite à s'y méprendre la porcelaine, cette précieuse céramique blanche qui venait alors d'Orient et qu'on ne savait pas encore fabriquer en Occident. Avec le latimo, les verriers de Murano pouvaient créer des pièces d'un blanc pur, parfois rehaussées de décors peints, qui rivalisaient avec les plus belles porcelaines venues de loin. Et puis il y a l'aventurine, peut-être la plus mystérieuse des techniques. C'est un verre dans lequel on a réussi à faire apparaître une multitude de minuscules paillettes brillantes, comme des grains d'or en suspension dans la matière, qui scintillent et accrochent la lumière. On obtient cet effet en incorporant du cuivre dans des conditions très particulières, si bien que de minuscules cristaux métalliques se forment au sein du verre et le constellent de 1000 points dorés. Le nom même de cette technique, dit-on, viendrait de l'aventure, du hasard, parce que sa réussite tenait à des conditions si délicates qu'elle relevait presque de la chance. Un verre étoilé, un fragment de ciel nocturne rempli de poussière d'or. Voilà ce que tes mains et celles de tes pères savent créer. Tu songes aussi, en façonnant tes pièces, à tout ce que ces objets représentaient pour les gens d'autrefois. Un verre à boire transparent, aujourd'hui si banal qu'on n'y prête plus attention, était alors un luxe rare, un objet de prestige que l'on exposait, que l'on offrait, que l'on transmettait. Pouvoir voir la couleur du vin à travers la paroi d'une coupe de cristallo, contempler sa robe rubis ou or, c'était un plaisir réservé aux puissants. Tes pièces parlaient de richesse, de raffinement, de l'appartenance à un monde où l'on pouvait s'entourer de belles choses. Et toi, l'artisan de ces merveilles, tu avais conscience d'œuvrer à la frontière de l'art et du nécessaire, de faire des objets utiles qui étaient aussi des œuvres, des choses qu'on emplit d'eau ou de vin et qu'on admire en même temps pour leur seule beauté. Il y a une chose encore que tu portes en toi, un savoir que les mots peinent à dire, le sens du temps juste. Dans ton métier, tout est affaire de moment. Trop tôt, la matière est trop molle et s'affaisse. Trop tard, elle est trop dure et se brise ou refuse de bouger. Entre ces deux instants, il existe une fenêtre étroite, parfois de quelques secondes seulement, où le verre est exactement comme il faut, ni trop ni trop peu, prêt à recevoir le geste. Tout l'art du verrier tient dans la capacité à sentir cette fenêtre, à agir dans cet intervalle fugace, encore et encore, des dizaines de fois pour une seule pièce. C'est une course tranquille contre le refroidissement,
un dialogue permanent avec une matière qui change à chaque instant. Et cette attention au moment juste, cette présence aiguisée à l'instant qui passe, est peut-être ce que ton métier t'a appris de plus précieux. Tu vis dans le présent parce que ta matière t'y oblige. Tu prends un instant pour contempler tout cela. Autour de toi, dans la pénombre rougeoyante de l'atelier, reposent des pièces achevées la veille. Une coupe de cristallo, fine comme du givre, un petit vase bleu cobalt, une perle de millefiori posée sur un linge. Chacune est le fruit d'un savoir séculaire, d'une transmission patiente, d'un mariage du feu et de la matière. Et toi, ce matin, tu ajoutes ta propre pierre à cet édifice ancien, ton geste s'inscrit dans une longue chaîne de gestes qui remonte plus loin que ta mémoire. Il y a encore une chose dont la République de 5e Nice a fait sa fierté et son secret. Plus tardive que les autres, apparue au XVIe siècle, les miroirs. Avant cela, on se regardait dans des surfaces de métal polies, ternes, déformantes. Mais les verriers de Murano ont mis au point une technique pour faire des miroirs de verre d'une qualité inégalée. On souffle d'abord une plaque de verre très plane, très claire, du cristallo le plus pur, puis on applique au dos une fine couche d'un alliage brillant, à base d'étain et de mercure, qui réfléchit la lumière. Le résultat est un miroir d'une netteté, d'une fidélité, qu'on n'avait jamais vu auparavant. Pour la première fois, on pouvait voir son propre visage avec une clarté presque parfaite. Ces miroirs valaient des fortunes. Les plus grands rois d'Europe en ornaient leurs palais, et la République veillait sur ce secret avec un soin jaloux, car il représentait une richesse immense. Tu n'en fabriques pas toi-même chaque jour, mais tu sais que d'autres ateliers de l'île s'y consacrent, et que ce savoir fait partie de la grande couronne de secrets que porte Murano. Le soleil est maintenant haut. La matinée a passé sans que tu t'en aperçoives, emporté par le flux du travail. Tu as soufflé plusieurs pièces, une carafe, 2 coupes, un petit vase que tu as teinté de bleu. Chacune est partie vers l'arche de recuisson, pour sa longue nuit tiède. Tes bras sont lasses, agréablement lasses, de cette fatigue du corps qui a bien travaillé. La chaleur du four t'a séché la peau, tes mains portent les traces de 1000 journées semblables, des cales, de fines cicatrices de brûlures anciennes, mais des mains habiles, sûres, des mains qui savent. Tu fais une pause au milieu du jour. Tu sors un moment de l'atelier, et l'air frais de la lagune te saisit après la fournaise. C'est un contraste presque vertigineux, ce passage du feu à la brise. Tu t'assieds sur une pierre au bord du canal, et tu manges un peu de pain, du fromage, quelques olives. L'eau coule devant toi, verte et calme. Une barque passe, chargée de sable, peut-être le sable qui deviendra le verre de demain. Le batelier te salue d'un geste. Tu lui réponds. Tout le monde se connaît sur cette île. Les familles de verriers se côtoient depuis des générations, se marient entre elles, se transmettent les fours, les ateliers, les recettes. C'est un monde clos, mais un monde dense, riche de liens, de mémoire, d'appartenance. Tu regardes l'eau et tu laisses ton esprit dériver. Tu penses à ce que devient le verre que tu fabriques. Ces coupes, ces carafes, ces miroirs partent par bateau, traversent la lagune, gagnent les ports, voyagent vers des terres que tu ne verras jamais. Tes objets iront là où toi tu ne peux pas aller. Ils orneront des tables de princes, des cabinets de curiosités, des palais lointains. Il y a une étrange consolation dans cette pensée. Toi, retenu sur ton île par le pacte de la République, tu envoies au loin des fragments de ton souffle, des bulles d'air que tu as enfermées dans la matière, et ces fragments voyagent à ta place. Chaque coupe garde, quelque part, la trace de ta respiration, l'empreinte de ce moment où ton air a gonflé le verre. C'est presque comme si une part de toi parcourait le monde. Tu reprends ton travail l'après-midi. La lumière a changé, elle entre dans l'atelier sous un autre angle, plus chaude, plus dorée. Le four ronronne toujours, infatigable. Tu vas tenter quelque chose de plus ambitieux, une pièce travaillée, ornée d'un fil de verre coloré enroulé autour de sa panse. C'est une technique où pendant que la pièce est encore chaude et en rotation, on applique un mince filament de verre d'une autre couleur, qu'on laisse s'enrouler en spirale autour de la forme. Le servante prépare le fil coloré, le cueille au bout d'une petite tige, et au moment où tu fais tourner la pièce, il approche le filament. Il faut une coordination parfaite entre vous deux. Le fil se pose, s'étire, s'enroule, et se fond dans la surface de la pièce, créant une spirale délicate qui ceint le vase comme un ruban.
Ce travail à plusieurs mains est le cœur de ton métier. On imagine souvent le verrier seul devant son four, mais la vérité, c'est que rien ne se fait sans l'équipe. Le souffle de l'un, les outils de l'autre, le filament que prépare le troisième. Tout s'enchaîne dans une chorégraphie silencieuse, répétée 1000 fois, où chacun connaît sa place et son moment. Le servante, c'est quand te tendre l'outil sans que tu aies à le demander. Le garde-zonné, c'est quand ouvrir la porte du four, quand apporter le pontil. C'est une danse autour du feu, et tu en es le centre, le maître qui donne le rythme. Les heures passent ainsi, scandées par les allers-retours vers le four, par la rotation continue des cannes, par le sifflement du souffle, par le grésillement de l'eau quand on détache une pièce. C'est un rythme régulier, presque hypnotique, qui te porte. Tu n'as pas besoin de penser à chaque geste, ton corps sait, tes mains savent. Ton esprit, lui, flotte dans une sorte de présence tranquille, attentive et sereine à la fois. C'est à particulier que connaissent ceux qui maîtrisent leur art, où l'effort devient fluide, où le travail devient une forme de méditation. Tu réfléchis, tout en travaillant, à la nature étrange de cette matière à laquelle tu consacres ta vie. Le verre est une chose curieuse, entre deux mondes. Quand il est chaud, il coule comme un liquide épais, il se laisse étirer, gonfler, modeler. Quand il refroidit, il devient dur et rigide comme une pierre. Et pourtant, il n'est ni tout à fait l'un, ni tout à fait l'autre. Il garde, dans sa structure profonde, quelque chose du désordre des liquides, figé en place par le froid. C'est pourquoi il est transparent, la lumière le traverse sans rencontrer d'obstacles réguliers. Tu ne connais pas tous les mots des savants pour décrire cela, mais tu en as l'intuition par tes mains. Tu sais que le verre est une matière qui se souvient de sa fluidité même quand elle est figée, une eau qui a oublié de couler. Et le souffle, ce souffle qui est au cœur de ton art, te paraît plus mystérieux encore quand tu y songes. Tu prends l'air le plus banal du monde, celui que tu respires, celui qui emplit l'atelier, et tu l'enfermes dans la matière. Tu fais d'un peu de vide le cœur d'un objet. Une carafe, une coupe, un vase. Ce sont des formes construites autour d'une absence, autour d'une bulle d'air que ton souffle a créée. Tu façonnes le plein pour contenir le vide. Il y a là une poésie qui ne t'a jamais quitté, depuis l'enfance. Le verrier ne travaille pas seulement la matière. Il travaille l'espace, il dessine du vide avec du plein, il donne une forme à l'air. Tu prends le temps, en cette fin d'après-midi, de souffler une pièce pour le seul plaisir, une petite forme libre que personne ne t'a commandée. C'est un luxe que tu t'accordes parfois, quand la fatigue n'a pas encore gagné tes bras. Tu cueilles une petite quantité de cristallo, tu la marbres, et tu souffles une bulle que tu laisses prendre une forme arrondie, presque sphérique, sans projet précis. Tu la travailles au gré de l'instant, tu l'étires un peu, tu pinces un col, et tu obtiens une fiole minuscule, sans usage, sans destinataire, juste une forme née de ton souffle et de ton humeur du soir. Ces pièces-là, tu les gardes parfois, ou tu les offres, et elles n'ont d'autre valeur que d'être le pur jeu de ton art, le verre fait pour lui-même, pour la joie de sentir la matière obéir une fois encore. En la tenant contre la lueur du four, tu la regardes accrocher la lumière. La paroi fine renvoie des reflets orangés, et l'air emprisonné à l'intérieur dessine une bulle ronde immobile, prisonnière à jamais de la transparence. Ce minuscule volume d'air que tu as enfermé la restera tel quel pour des siècles peut-être, ton souffle de ce soir scellé dans le verre, témoin silencieux d'un geste fait dans un atelier de Murano un soir comme celui-ci. Cette pensée te touche, et tu poses la fiole de côté, avec un demi-sourire. L'après-midi décline. La lumière dorée vire à l'orange, puis au rose, à mesure que le soleil descend vers l'horizon de la lagune. Tu termines ta dernière pièce du jour, un vase au col élancé, orné de sa spirale de verre bleu. Tu le confies au garde-zonné pour le recuit. Et tu sais que ta journée de création touche à sa fin, même si l'atelier, lui, ne dormira pas, même si le four veillera toute la nuit, entretenu par celui dont c'est le tour de garde. Tu ranges tes outils. Tu les accroches à leur place sur le mur, chacun à son crochet, les cannes alignées, les pinces, le pontil, les ciseaux de verrier. Ces outils sont presque les mêmes depuis des siècles. La canne à souffler, le marbre, les pinces. Un verrier d'il y a 200 ans reconnaîtrait sans peine ton atelier et saurait s'y servir de tout. C'est un métier d'une grande continuité, où l'on travaille encore aujourd'hui comme on travaillait hier, parce que les gestes justes, une fois trouvés,
n'ont pas besoin de changer. Cette permanence te donne le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand que toi, à une lignée, à une tradition, à une longue conversation entre les vivants et les morts qui ont tenu, avant toi, la même canne de fer. Avant de partir, tu jettes un dernier regard au four. Sa bouche rougeoie dans la pénombre grandissante. La nuit tombe sur l'atelier, et le rouge du feu devient plus présent, plus vif, à mesure que la lumière du jour s'efface. C'est l'heure que tu préfères, peut-être, cette heure où l'atelier redevient une caverne de feu, où la seule lumière vivante est celle du four éternel. La chaleur t'enveloppe une dernière fois. Tu écoutes la respiration du brasier, ce souffle continu qui ne cessera pas de la nuit. Tu sors. L'air du soir est frais et doux. Le ciel, au-dessus de la lagune, s'est teinté de pourpre et d'or, comme un verre chauffé, comme une de tes propres pièces tenues contre la lumière. Cinquième Nise, au loin, allume ses premières lampes, qui se reflètent dans l'eau en longues traînées tremblantes. Tu marches vers ta maison, le long du canal, dans le calme du soir. Tes pas résonnent sur les pierres. Une cloche sonne quelque part. L'eau clapote contre les quais, le même bruit qu'au matin, le bruit qui a bercé toute ta vie. Tu repenses à la journée écoulée. Aux coupes que tu as soufflées, aux couleurs que tu as fait naître, aux cristallos transparents comme de l'eau gelée, au bleu profond venu du cobalt, à la spirale délicate enroulée autour du dernier vase. Tu repenses à tes mains, à ton souffle enfermé dans la matière, à ces objets qui partiront vers des terres lointaines en emportant un peu de toi. Tu repenses au four qui veille, au garçonnet qui apprend, aux servantes qui devinent tes gestes, à cette danse silencieuse autour du feu que vous recommencerez demain, et après-demain, et tous les jours qui viennent. Et tu mesures, dans le calme du soir, la beauté étrange de ta condition. Tu es l'héritier d'un savoir vieux de plusieurs siècles, né d'un décret de prudence contre l'incendie, qui a fait de cette petite île le centre du monde pour tout ce qui touche au verre. Tu es à la fois honoré et retenu, prince de ton métier et fils de ton île. Tu transformes du sable et de la cendre en lumière solide. Tu donnes une forme à l'air. Et chaque jour, tu recommences, avec la même patience que le verre t'a enseigné, cette patience qui sait que les belles choses ne se brusquent pas, qu'il faut suivre le rythme de la matière, et qu'un objet, comme un être, a besoin d'une longue nuit tiède pour devenir durable. Tu arrives chez toi. Tu montes l'escalier de bois qui craque à la 3e marche. Tu te défais de ton tablier de cuir, tu le poses près de la porte, prêt pour demain. Par la fenêtre, tu vois la nuit s'installer sur la lagune, et au loin, peut-être, la faible lueur d'un autre four de verrier qui veille, comme le tien, sur l'île endormie. Toute Murano repose maintenant, mais sous les toits, les fours respirent encore, gardant la chaleur pour le jour qui vient. Tu t'allonges. La fatigue heureuse du corps qui a bien œuvré s'étend en toi. L'air entre, l'air ressort, à un rythme tranquille, et tu écoutes une dernière fois l'eau contre les pierres, ce murmure ancien de la lagune. Dans l'atelier, là-bas, le four veille seul dans le noir, son cœur rouge battant sans fin, gardant tes pièces au chaud dans l'arche de recuisson, où elles refroidissent à leur rythme, traversant la nuit pour devenir, au matin, du verre véritable. Et maintenant, tu peux dormir. Bonne nuit.